Voilà, j'ai manqué à notre tradition qui est de commencer à l'heure. Pardonnez-moi. Cher Monsieur le Président des départements de France, cher François Sauvadet, on est vraiment extrêmement heureux de cet échange avec vous et je vous remercie de nous avoir accordé ce temps et j'en profite vraiment pour remercier l'Association des départements de France et tous vos collaborateurs pour l'excellente coopération que nous entretenons et cette disponibilité qui est la vôtre. Donc vous portez, et ça n'est pas rien, cher François Sauvadet, la voix de 103 départements de France qui, comme les communes, sont le socle de la France et de la République dans un moment où la société est tendue. Chacun mettra sous ce mot ce qu'il veut bien. Et alors, juste après vous, cher Président, nous accueillerons quelques invités pour parler des risques d'inondation, qui ne sont plus des risques dans certains endroits parce qu'ils sont avérés, et de la capacité des élus locaux à gérer ces crises, ce qui prouve encore une fois qu'en temps de crise, le SAMU social, le SAMU économique, ce sont bien les élus locaux. Donc les échanges que nous avons ce matin sont particulièrement intéressants parce qu'ils sont dans l'actualité du Sénat, cher Président. D'abord parce que la semaine prochaine, il va y avoir un débat sur les finances des départements dans cette noble institution qui est la nôtre. Le 20 mars, nous serons en séance publique pour discuter d'une proposition de loi qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est quelque chose dont on parle depuis longtemps et nous avons eu la possibilité d'échanger tous les deux sur le sujet avec un de vos vice-présidents qui vise à permettre le transfert aux départements volontaires au titre de l'expérimentation d'une compétence médecine scolaire conformément à ce que le Sénat demande depuis longtemps. Et puis, Monsieur le Président, la semaine prochaine, le Sénat va débattre d'une proposition très écuménique au Sénat, puisqu'elle est signée par ou co-signée par 309 sénateurs. C'est la proposition de loi sur le statut de l'élu qui concerne naturellement beaucoup les élus municipaux ou communaux du bloc local, en tout cas compte tenu de la dégradation de leur envie de s'engager, des violences qui leur sont faites, mais naturellement, nous parlerons largement des départements, à la fois sur un sujet majeur qui est la question de la responsabilité pénale qui nous touche tous, mais aussi pour un certain nombre de sujets, parce que nous avons été attentifs à certaines de vos demandes. Alors pour revenir plus directement au sujet des départements, chacun sait, vous le dites très bien, Monsieur le Président, que vous êtes touché de plein fouet par la conjonction des crises. La situation financière, elle apparaît difficilement tenable par un effet de ciseau très simple que chacun connaît. C'est l'augmentation des dépenses sociales, très souvent imposées et obligatoires. On n'est pas du tout dans le principe de qui décide paye, qui est cher au Sénat. Et en même temps, une contraction très forte de la nature de vos recettes, puisque vous aviez une recette assez prospère, on va dire, qui était celle des droits de mutation à titre onéreux, mais la prospérité était un peu fragile, puisque naturellement les droits de mutation varient selon la situation de l'immobilier, et que nous sommes aujourd'hui plutôt, je dirais, pour être soft, en période creuse. Donc vous annoncez des difficultés réelles, puisqu'on peut avoir des baisses de recettes jusqu'à 35%. Et en même temps, j'ai bien dit, les dépenses sociales qui sont le cœur de vos compétences et qui sont le cœur d'une société plus apaisée et de la cohésion sociale ne cessent d'augmenter. Et vous parlez, Monsieur le Président, du désengagement de l'État, parce que c'est une compétence qui vous a été transférée. Et vous savez qu'au Sénat, nous avons voté dans 3DS, mais la solitude du Sénat était énorme, parce que le gouvernement ne nous a pas suivis. Nous avons voté une disposition qui me semble des plus cohérentes, des plus logiques et des plus saines, qui disait que quand il y a un transfert de compétences, au moment du transfert, il y a une évaluation des charges et des obligations qui vous sont faites, puisque c'est l'État qui vous fixe les objectifs. Et nous demandons qu'il y ait une clause de revoyure, c'est-à-dire quelques années après, on rediscute, comme
enfin, comme n'importe qui le fait avec un partenaire qui assure un marché. Et donc, sinon, ce sont des clauses léonines. Donc, nous avions demandé à ce qu'il y ait cette clause de revoyure pour qu'on dise, l'État ayant augmenté vos obligations, il est normal qu'on rediscute. Bon, on est un peu dans le désert, non, parce qu'on est avec vous, donc on est au moins deux, mais le gouvernement aura besoin d'un sonotone très, très amplifié, si je puis dire. Et on a globalement un sujet de finances, puisqu'aujourd'hui, M. Woerth, et j'en terminerai là, puisque M. Woerth accomplit une mission pour le président de la République, vous y avez activement contribué, vous en parlerez sûrement. M. Woerth a dans sa réflexion le champ des finances des collectivités locales, parce que je pense qu'on est au bout d'un système qui n'a plus beaucoup de sens et qui ne laisse pas aux collectivités locales la possibilité d'exercer leur pleine responsabilité, c'est-à-dire quand vous êtes en responsabilité, vous avez été élu, vous devez pouvoir avoir un levier fiscal qui est à la main des élus qui sont plutôt responsables. Donc aujourd'hui, la situation des départements est difficile. On le dit, il y a 15 départements aujourd'hui qui ont dépassé ce que j'appellerais un seuil d'alerte, puisqu'ils n'arrivent plus à faire face et l'État les accompagne. Et en même temps, il faut le souligner, vous êtes le seul niveau de collectivité à avoir mis de manière volontaire en place un fonds de péréquation et de solidarité entre les départements. Donc voilà, Monsieur le Président, je ne serai pas plus longue. Nous sommes heureux de vous entendre et puis je suis sûre que mes collègues auront de nombreuses questions puisque nous n'allons cesser de parler de vous la semaine prochaine. Donc je vous en prie, parlez-nous de vous, Monsieur le Président. Merci. Merci Madame la Présidente de votre invitation. On a des relations confiantes avec le Sénat naturellement. J'allais dire, vous portez la voix des collectivités et j'espère qu'on sera un peu mieux entendu. En tout cas, c'est le vœu que je forme au début de cet entretien que nous avons ici dans cette commission. Et vraiment merci à vous tous. Je ne vais pas faire très long parce que je pense que c'est plutôt d'un échange dont nous avons besoin. D'abord, une situation que vous avez parfaitement décrite. Les départements sont la strate de collectivité la plus exposée, tout simplement parce que d'abord, nous sommes confrontés à un problème de société majeur, vieillissement de la population, le virage domiciliaire, la situation des EHPAD. Nous avons à faire face aussi en matière sociale à un phénomène migratoire inédit, dans les Alpes-Maritimes, en Savoie, aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, on a affaire à un afflux de mineurs non accompagnés. Et vous connaissez le principe, c'est-à-dire qu'au-delà de la situation de protection de l'enfance qui est notre responsabilité, dès lors qu'un jeune issu de migration se prétend mineur, il doit être pris en charge pendant toute la durée de son évaluation, avec les recours. Enfin, vous imaginez le choc que nous avons pris. On estime aujourd'hui à 50 000 la prise en charge que nous avons dans les départements de France, avec un double système, c'est-à-dire un système de répartition nationale, et puis en même temps des jeunes qui se présentent directement à la porte de nos services sociaux et qui se prétendent mineurs. Il faut quand même que vous sachiez, le temps de la protection n'est pas un temps anecdotique, parce que pendant toute cette durée de l'évaluation, bien, nous parvenons à un résultat à la fin, à ce que seulement 21% des jeunes qui se prétendent mineurs le sont effectivement, 21%. Au terme du système d'investigation. Donc on a des durées, on a face à un choc. Alors quand on nous dit qu'il ne faut plus les mettre à l'hôtel, j'ai bien prévenu le gouvernement que c'était complètement inapplicable. D'ailleurs, on ne met pas des jeunes filles ou des jeunes gens de 14-15 ans à l'hôtel. Simplement, le système est saturé. Quand vous avez des jeunes qui se prétendent mineurs qui arrivent devant vos établissements, ben vous cherchez une solution d'hébergement. Et la solution d'hébergement, c'est l'hôtel ou la rue. On a des systèmes qui sont complètement saturés, avec des problématiques très lourdes de société auxquelles nous sommes confrontés. On a des jeunes qui sont l'objet de faits de délinquance marqués, pour lesquels, en l'absence de place en PJJ, nous nous retrouvons à avoir des jeunes qui nous sont confiés à nouveau dans nos établissements, alors même qu'ils sont soupçonnés de faits criminels dans l'attente de leur jugement. Je parle bien de faits criminels. Et des juges pour lesquels le dialogue est difficile. Nous avons aussi des problèmes de santé mentale. Vous le savez, dans la jeunesse, on a un problème de psychiatrie extrêmement marqué. Nous avons des jeunes qui sont très fracturés, pour lesquels la réponse n'est pas
de nous les confier, mais c'est une réponse sanitaire qu'il faut trouver. Donc on a ce choc de l'enfance, on a ce choc du vieillissement de la population. Quand j'entends, on nous a dit on vous accompagne. On nous accompagne comment? Le médico-social, c'est notre responsabilité. Le virage domiciliaire, le choc démographique. Moi, dans mon propre département, j'ai des EHPAD qui m'appellent aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas boucler les fins de mois. J'ai même dû racheter, moi, président de département, un EHPAD pour éviter sa fermeture. Un EHPAD qui appartenait, enfin un établissement qui appartenait à la commune. Je l'ai racheté pour éviter qu'il ne ferme. Donc je me suis battu, mais il faut bien que vous en ayez tous conscience, auprès du gouvernement, en disant, ben voilà, le gouvernement vous a augmenté la CSG, vous avez encaissé 2,5 milliards, on annonce une loi bien vieillir, accompagnez-nous dans ce virage domiciliaire, accompagnez-nous dans la situation des EHPAD. La réponse était l'an dernier 150 millions. 150 millions et un fonds d'urgence de 100 millions. Moi, dans mon propre département, j'ai 83 EHPAD. Et je vous le dis, la solution de dire aujourd'hui la revendication des ARS de gérer les EHPAD en se disant on gérera mieux en ayant la partie sanitaire, la partie médico-sociale, mais écoutez, je vous dis tout de suite, on a adoré les déserts médicaux, on va adorer les déserts médico-sociaux, avec une menace au-dessus de nos têtes selon laquelle, au nom du bien vieillir, au nom de la prise en charge soi-disant sanitaire du vieillissement, on va fermer les établissements de moins de 80. Moins de 80 personnes accueillies. Dans mon département, j'ai 30% de personnes qui sont accueillies dans des établissements de moins de 80. On va leur annoncer la fermeture, au nom du bien vieillir. On a le choc aussi de l'insertion. Et là aussi, on a participé aux expérimentations. Je partage, et nous partageons, je crois tous, la volonté de faire en sorte que ceux qui sont au bord du chemin soient accompagnés, c'était la fameuse loi travail, soient accompagnés avec une insertion, avec une vision croisée entre Pôle emploi devenu France Travail et nous qui sommes en charge de l'insertion. C'était nécessaire et légitime. 30% des jeunes des personnes qui sont au RSA relevaient de Pôle emploi, de France Travail et non pas directement de l'insertion. Donc effectivement, on a travaillé sur tout cela. C'est des moyens supplémentaires quand il faut aller chercher des personnes jusque chez elles pour les accompagner sur le chemin d'aller retrouver, parfois très éloignés, il y a des personnes qui sont en addiction, des personnes qui sont dans des problématiques extrêmement lourdes, les accompagner sur le chemin de l'emploi, ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail. Pour moi, dans mon département, j'ai lancé l'expérimentation. Imaginez que l'expérimentation, j'ai dû embaucher 15 personnes de plus pour 2000 personnes, simplement pour aller les chercher, les accompagner, de faire un travail beaucoup plus individualisé de parcours. Ça nécessite des moyens humains, que nous n'avons d'ailleurs pas suffisamment, on a des problématiques de recrutement. Écoutez, quand j'ai entendu l'annonce du Premier ministre, pour lequel j'ai naturellement de l'affection, puisqu'il est le Premier ministre de la France, puis qu'on souhaite tous la réussite de la France, personne ne peut souhaiter son échec, mais en même temps, quand je l'ai entendu dire on va généraliser les 15 heures, les généraliser dès l'année prochaine, c'est un objectif inatteignable. Tout le monde le sait. Même France Travail n'a pas les effectifs pour accompagner ce travail-là. Moi, il faudrait que j'embauche 75 personnes dans mon département, pratiquement, qui va le faire. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se fixe des objectifs atteignables. Donc, vous voyez, dans tout ce pan social, nous sommes confrontés, et en première ligne, à des difficultés extrêmement lourdes, qui sont des difficultés de société, pour lesquelles on affiche beaucoup d'ambition, mais l'État ne vient pas à nos côtés, le gouvernement n'est pas à nos côtés pour nous permettre de l'assumer. Dans mon département, je prends un exemple très concret parce que vous êtes tous des praticiens de l'action publique et concrets. Dans mon département, en 2 ans, nous avons eu 40 millions d'euros de dépenses supplémentaires que je n'ai pas maîtrisées. 40 millions, vous imaginez, sur un budget de fonctionnement de 570 millions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% de mon budget, 60% c'est de l'action sociale. Et on ne sait plus faire face. On a en plus des difficultés de recrutement. J'ai demandé à ce qu'on ait une vraie réflexion, pas simplement sur le salaire des personnes. Tout le monde répond, c'est une question de salaire. Non, aujourd'hui, nous avons un problème de société pour reconnaître les métiers de la vie et mieux les accompagner. Faire en sorte qu'on rende compatible du H24 de prise en charge avec les vies familiales. Même sur l'aide domiciliaire. Vous ne ferez plus travailler quelqu'un de 7 h du matin à 10 h, qui reprend à 11 h jusqu'à 15 h, qui va reprendre à 18 h jusqu'à 23 h. Ça n'existe pas. Donc on a vraiment un effort collectif à regarder l'état de la société et à prioriser. Moi, je ne ferai pas de démagogie. Je sais ce que m'a dit le Premier ministre, vous le savez tous, c'est ce qu'il a exprimé.
Nous sommes dans un État qui est en très grande difficulté financière. La dette, en même temps, a coûté excessivement cher. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire dans les périodes de crise que nous avons traversées. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui, il faut prioriser. Et moi, j'ai demandé une chose au gouvernement quand j'ai rencontré Gabriel Attal. Je lui ai demandé de ne plus faire une annonce qui ne soit pas financée et finançable. Parce que c'est dans ce fossé des annonces non financées, non finançables, que se creusent les lits des insatisfactions et des colères. Donc ce que j'attends, c'est de la responsabilité. On ne peut pas nous laisser tout seuls face à ce choc. Ce choc, que je vous l'ai dit, migratoire, ce choc de protection des jeunes. On est une société qui est d'autant plus fragile. Et puis, quand je parle du choc que nous avons vécu, que nous vivons toujours, c'est la montée des précarités. Ça gagne les classes moyennes aujourd'hui. Moi, je n'avais jamais vu ça, des gens qui travaillent, des personnes qui travaillent à la campagne, qui ont 2 voitures, ils gagnent un SMIC et plus un demi-SMIC, ils gagnent 2 000 €, ils ne savent plus faire face. J'ai même dû accompagner des personnes financièrement pour acheter de l'essence pour pouvoir aller travailler. Voilà les réalités de ce que nous vivons. Donc évidemment, qui dit précarité dit violence faite aux femmes. On a été très actifs pour la lutte contre les violences faites aux femmes. On a joué le jeu avec le président de la République lorsqu'il a demandé d'expérimenter des prises en charge, de mettre même des travailleurs sociaux auprès des gendarmes pour recevoir les plaintes, pour mieux accompagner les femmes. Voilà la réalité de ce que nous vivons. Et moi, je ressens, mais je vous le dis comme je le pense, je vous le dis, je vous parle franchement parce que la situation de la France l'exige. Je vis très mal les attaques systématiques qui sont faites sur la protection de l'enfance. Franchement, l'idée selon laquelle, en reconfiant aux DAS d'antan le soin de protéger nos enfants, on s'en porterait mieux, mais c'est une idée folle, mesdames, messieurs les sénateurs et les sénatrices, c'est une idée folle. Si on a un problème aujourd'hui, c'est celui que chacun doit assumer ses responsabilités. J'ai un centre éducatif fermé dans mon département. Il est tellement fermé qu'il avait fermé ses portes, faute de recrutement. Qu'est-ce qu'on faisait des jeunes qui relevaient de PJJ? Bon, nous continuons de nous les confier. Donc, à un moment donné, on ne peut pas être l'exutoire de toutes les difficultés en disant « débrouillez-vous » et en plus nous pointer du doigt. Et je dois vous dire, le sentiment que ressentent nos agents, nos salariés du champ social, c'est un sentiment de douleur parfois. Ils ont le sentiment qu'ils ne peuvent pas faire face à leur mission et en même temps les pointent du doigt comme si d'autres auraient pu faire mieux qu'eux, si l'État peut mieux le faire, alors qu'il assume déjà ses propres responsabilités en matière judiciaire, en matière de protection de santé mentale. Vous savez bien qu'aujourd'hui, nous avons une quinzaine de départements sans même un pédopsychiatre. Ce n'est pas la responsabilité des départements de France, ça. C'est bien la responsabilité de l'État et de la santé. Donc voilà pour tout le champ social. Mais il y a une autre alerte que je voudrais vous faire. Donc vous voyez, l'évolution de la dépense est considérable. Je vais vous donner un simple petit chiffre pour vous éclairer. On nous annonce 4,6% d'augmentation du RSA. 4,6%. Mon collègue du Nord m'appelle, François, il me dit « il faut arrêter tout ça ». C'est pas qu'on regrette les hausses du RSA, mais il faut arrêter, c'est pas finançable. Dans le seul département du Nord, 4,6% égale 30 millions d'euros. 30 millions d'euros. Vous entendez la somme? 30 millions. Comment on fait? Moi, chez moi, c'est du million d'euros. Chaque fois qu'on augmente le RSA. Donc, et sachez une chose, pour toutes les allocations individuelles de solidarité, l'État est très en deçà de la main. Ça relève de la solidarité nationale. Le RSA, l'allocation handicapée, là, on a une société très inclusive, on affiche beaucoup d'objectifs, mais comment on fait? L'allocation handicapée et l'APA. Sur le RSA, on a à peu près moitié-moitié. Mais toutes les hausses, on s'en prend la moitié. Et songez qu'encore, avec cette situation dramatique devant laquelle nous sommes placés, vous avez parlé, Madame la Présidente, avec justesse, comme d'habitude, de 15 départements, je vous dis l'an prochain, c'est la moitié des départements qui sont dans le rouge. On n'a plus de marge de manœuvre. Et je reviendrai sur les ressources. Là, je vous parle exclusivement des dépenses. Donc, on est dans une situation avec une tendance lourde d'augmentation de la dépense, le virage domiciliaire, je vous l'ai dit, la prise en charge du personnel, choc démographique. Ben oui, pourtant, rien n'est plus prévisible. Je ne comprends même pas comment on ne se saisit pas de ce problème. Rien n'est plus prévisible que le vieillissement de la population. Rien n'est plus prévisible. Moi-même, d'ailleurs, je regarde ça avec une certaine gourmandise, puisque je me rapproche de l'âge où le moment de la prise en charge viendra. Mais rien n'est plus prévisible que le vieillissement. Quand vous avez 60, 70, vous savez que la fois d'après, c'est 80.
Or, personne ne prend en compte cette réalité, il n'y a pas le financement. Alors, on a créé la CNSA, on est en train de se battre, nous, entre nous. L'État nous a dit, pour faire face au vieillissement, je vous ai compris, Elisabeth Borne, femme formidable, nous dit, je vous ai compris, on va vous donner 150 millions, pendant que l'État encaissait 2,5 milliards de plus de CSG. Alors, quand je lui ai dit, mais attendez, on va partager un peu, l'État m'a dit, ils sont déjà consommés. Vous aurez 150 millions. Alors nous, on est en train de se battre entre nous pour l'APA. Il faut savoir que sur l'APA, je vous l'ai dit, RSA, moitié-moitié État. Enfin bon, c'est quand même une prestation de solidarité nationale. Sur l'APA, on a une situation invraisemblable. Vous avez des départements qui sont compensés sur l'aide à personnaliser, aussi bien à domicile qu'en logement. Ils sont compensés entre 21 et 53%. Non, mais vous m'entendez bien, je ne sais pas si vous me croyez. Il y a des départements compensés à 18, 19, 20. Moi, je suis à 43%. J'ai demandé au gouvernement simplement, écoutez, on va essayer de faire simple. Montez l'APA quand même face au choc domiciliaire, au choc des EHPAD et du médico-social, montez l'APA jusqu'au moins 40%. On me dit objectif inatteignable. C'est 1,7 milliard. Ils ont encaissé, je vous le rappelle, encore une fois, 2,5 milliards de CSG en plus. Objectif inatteignable. Mais comment on va faire ? L'État ne peut pas prétendre être en situation extrêmement difficile et reporter toutes les tensions sociétales, je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas être plus clair, sur les départements de France, parce que les inégalités se creusent. D'autre part, j'ai entendu le président de la République dire, et ça je lui ai dit non, monsieur le président, j'ai entendu dire c'est d'abord la collectivité du social. Oui, mais au Sénat, je veux redire, parce que je sais que vous en êtes tous conscients, que nous sommes aussi la collectivité des solidarités territoriales. Et quand vous êtes avec un budget, avec des ressources limitées, le choc, il ne va pas être simplement sur le social, il va être aussi sur le rural. Parce que qu'est-ce qu'on fait les départements de France ? On fait de la péréquation horizontale. Moi, j'ose le dire publiquement devant la télévision et devant vous, Madame la Présidente, qui incarnait une formidable délégation, qui porte bien son nom. Nous, ce qu'on fait, c'est de la redistribution. Moi, je prends l'argent de la ville, je redonne à la campagne. J'aide les communes. On bouche les trous. On me dit, vous n'avez plus la compétence économique. J'étais au salon de l'agriculture. Vous y êtes passés, vous tous, j'en ai vu quelques-uns. Combien vous avez de stands qui mettent en avant nos produits agricoles, qui se sont engagés dans les circuits locaux, qui ont essayé de structurer tout ça, et nous n'avons pas la compétence économique. Non mais, vous avez vu le salon ? Le nombre de stands départementaux ? Qu'est-ce qu'on fait là, alors ? Il faudra arrêter. Il faudrait plus soutenir. Je vois des vice-présidents de région, des hommes puissants de Bourgogne-Franche-Comté. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ? On donne tout ça aux régions ? Et à un moment donné, il faut aussi réexaminer tout ça. Nous sommes la collectivité de l'aménagement du territoire. Mesdames, Messieurs les sénateurs, le déploiement du très haut débit, il était pris en charge parfois par les régions, mais souvent ce sont les départements qui ont pris le manche, parce qu'on a bouché les trous. Parce qu'on s'est dit, voilà, il faut faire du développement territorial. Nous sommes la collectivité aussi qui sert de bouclier à l'égard du rural. On accompagne nos agriculteurs, parfois par délégation régionale d'ailleurs. Je prends à témoin certains sénateurs qui exercent d'autres fonctions, par délégation. On nous le demande. L'État lui-même vient nous chercher sur les grands projets d'infrastructure. Il nous dit, c'est le social, très bien. Et alors pourquoi on vient nous chercher, y compris même l'État, pour nous solliciter sur les projets de grandes infrastructures ? Et donc, il faut qu'on réfléchisse dans toute la réorganisation territoriale. Comment agir mieux pour les Français ? C'est la question qui nous est directement posée avec la mission Woerth. Comment agir mieux pour les Français ? Regardez l'exemple de l'eau. Vous allez parler d'inondation. L'exemple de l'eau. On est très engagé dans l'eau. On a des laboratoires départementaux qui surveillent la qualité des rivières, qui surveillent la qualité de l'eau pour le compte des ARS, qui surveillent aussi de l'alimentation. On assure également des SATES, c'est-à-dire on a des services qui accompagnent les communes pour la qualité de sortie des eaux de stations d'épuration. On finance des interconnexions, mais c'est fini. À partir de là, on s'arrête. Nous ne pouvons même pas assumer une maîtrise d'ouvrage déléguée à la demande d'un syndicat. Donc on finance, mais on ne peut pas avoir une maîtrise d'ouvrage déléguée. Songez, j'ai une ressource en eau qui représente 30% de la consommation département de la Côte d'Or, 30% de la consommation de l'agglomération, la métropole, osons le mot, dijonnaise. Bon, 30%. Je peux produire de l'eau brute, mais je ne peux pas produire de l'eau potable.
Et comme il n'y a pas de syndicat qui est suffisamment important pour prendre en ce truc, la situation est bloquée, je ne peux pas mettre en disposition de l'eau potable. Enfin, c'est tout ça qu'il faut qu'on revisite. En tout cas, je voudrais vous convaincre que nous devons rester la collectivité des solidarités territoriales, parce que personne ne le fera à notre place. Les régions ont des éléments de préoccupation macroéconomiques, d'engagement dans l'hydrogène, dans des nouvelles, dans l'énergie, etc. C'est son rôle dans les grandes strates économiques. Mais la proximité, surtout avec les grandes régions, c'est les départements qui l'assurent. Et on bouche les trous. Les communes, combien de communes on aide? On continue d'aider. Combien de projets s'arrêteraient si on ne le faisait pas? Donc voilà. Voilà pour le plan de la dépense. Donc je souhaite qu'on ait bien en tête que nous sommes le social, c'est notre corps de métier, mais qu'il n'y aura pas de social réussi sans territorial. Alors j'entends la revendication des métropoles sur l'action sociale, etc. Mais enfin, est-ce qu'on va imaginer un seul instant qu'on pourrait faire du social des villes et du social de la campagne, même sur la prise en compte médicale? Mais enfin, c'est du non-sens, c'est du non-sens. De la même manière, je redis mon hostilité, l'hostilité d'une grande partie des départements de France à l'expérimentation qui est conduite de fusion des dépendances, etc., et de confier à l'ARS le soin de gérer nos EHPAD. Je vous le répète, cette phrase: vous avez aimé les déserts médicaux, vous aimerez les déserts médico-sociaux, parce que la logique des ARS, c'est la concentration au nom d'une réponse médicalisée qui doit être adaptée territorialement selon moi. Voilà. Donc je l'aurais dit, j'espère qu'on ne le vivra pas, en tout cas je l'aurais annoncé. Côté ressources, et je termine, côté ressources, vous avez dit, d'ailleurs Bruno Le Maire pendant des années m'a dit: vous êtes en bonne santé. Ben oui, on est malade en bonne santé. C'est quand même bizarre comme situation. Vous savez, c'est l'histoire des pieds dans le four et la tête dans le frigo. On est à une moyenne de 37, mais on n'est pas très bien. Vous voyez bien, ça brûle d'un côté, et de l'autre côté, on est très mal. Donc, on a pu passer la période de la Covid, on a pu passer ces épisodes parce que nous avons une situation immobilière favorable, les droits de mutation. Je vois que Bercy lorgne sur les droits de mutation. Je le dis, je mènerai un combat et j'appellerai tous les maires de France, ruraux en particulier, à se mobiliser si on touche des MTO pour les départements. Pourquoi? Ce n'est pas simplement parce que on va prétexter que c'est une recette variable. Oui, c'est vrai, en ce moment l'immobilier ne marche pas, ben voilà. On va me prétexter que c'est très inégalitaire, puisque évidemment dans l'Île-de-France, il n'y en a qu'en poche par rapport au potentiel du Cantal et de la Creuse. Mais en même temps, c'est très symbolique, parce que le DMTO, c'est donc la transaction immobilière, il est lié très étroitement à la compétence d'aménagement et de développement du territoire des départements de France. Très étroitement. On a les routes. Vous croyez qu'on va vendre une maison, qu'on va faire, si on ne fait pas des bonnes routes départementales, on en gère 370 000 kilomètres. Vous croyez qu'on va attirer des populations si on ne continue pas de s'impliquer sur la santé, sur les maisons de santé, sur l'école, sur les collèges qu'on essaie de maintenir? On n'y arrivera pas. Donc il y a un lien très fort. Alors on m'a dit, puisque c'est inégalitaire, on était quand même à un niveau de collectivité extrêmement responsable. Trouvez-moi un niveau de collectivité dans lequel nous avons accepté ensemble de faire la péréquation. Et ce n'est pas une petite péréquation, puisque c'est de l'ordre de monsieur le préfet, directeur de 1,9 milliard. 1,9 milliard de péréquation. Et la péréquation, pour qu'elle marche, en période de dépression, il faut que tous acceptent de remettre au pot pour qu'on ait la même somme à distribuer. Je ne sais pas si vous voyez le mécanisme. Donc on est courageux. Hein. Je ne dis pas que j'ai reçu les applaudissements de ceux qui recevaient, mais mesdames, messieurs les sénateurs et sénatrices, j'ai moins reçu d'applaudissements de ceux qui donnaient, évidemment, surtout en période de récession. Donc on a garanti ce niveau de péréquation. Donc je vous dis, moi je le dis, il ne faut pas toucher au DMTO, parce que ce sera extrêmement symbolique. Le DMTO, il est lié à notre compétence aménagement et développement du territoire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir ensuite à des péréquations, ce que nous avons fait, le prolonger, etc. Donc on a une période profitable. Aujourd'hui, ce qui fait que nous sommes en grave dépression des départements de France, c'est qu'on a une explosion, je pèse les mots, de la dépense sociale, une explosion, et une chute de nos droits de mutation qui représente environ 30% de nos recettes selon les départements, 30%. Donc la baisse était de l'ordre de 15 à 20%, de 30%, vous l'avez dit, Madame la Présidente, puisque vous êtes une des meilleures connaisseuses de la France, tout simplement, de la France.
Donc, on a eu 30% dans certains cas. Moi, dans mon département, on a plus de 20%. Le premier mois de l'année confirme la tendance. Donc, ça chiffre quand même en dizaines de millions. Hein. Et on ne le verra pas. Alors, j'ai prévenu Bercy, parce que Bercy regarde les chiffres, me semble. Voilà. Bon, bref, en les analysant à la sauce bercynienne, c'est-à-dire. Voilà, pas forcément spontanément engagé envers les territoires. Donc, on ne sentira pas sur l'investissement sur cette année, pas trop. Pourquoi? Parce qu'on est sur des trains d'investissement. Quand vous avez commencé un pont, vous allez bien finir le pont. On ne va pas stopper le pont. Quand vous avez commencé un collège, on va bien finir le collège. Quand vous avez commencé des travaux très lourds de construction, on va bien jusqu'au bout. Donc, on ne sentira pas là. Mais on va le sentir pour l'année prochaine, probablement. Enfin, en tout cas, et ce qu'on va sentir, c'est tout ce qui est entretien des routes, tout ce qui sera aide aux communes, qui sera revisité. Donc, je crains que les moyens que nous n'aurons pas pour assumer la solidarité avec le monde rural, ça va accélérer le sentiment d'abandon, ou le sentiment que vous connaissez tous, et l'explosion. On traverse une crise très profonde dans la ruralité. Hein. Et je le redis, hein, ça fait 2 ou 3 ans que j'alertais le gouvernement sur la réalité de la situation agricole et sur la réalité de la situation rurale. On est au bord d'une rupture profonde. Il y a un sentiment d'incompréhension, de colère et de perte de sens qui est ressenti notamment dans le monde rural, mais pas que, comme dans un certain nombre de quartiers. Perte de sens. On ne sait plus où on va. Et ça, c'est extrême. C'est un sentiment extrêmement profond. C'est pour ça que ça ne va pas se régler en 3 minutes, les problématiques qu'on traverse aujourd'hui. Et moi, je le dis, hein, l'abandon, ou en tout cas l'asphyxie des départements, moi, je me demandais, à un moment donné, je ne veux pas soupçonner le gouvernement, parce que je veux la réussite de notre pays, mais je me demandais si on ne voulait pas asphyxier les départements, et si ce n'était pas une volonté politique de se dire, comme ça, on va régler le problème. Bon, voilà, des strates, soi-disant, en trop. Pour terminer, dans la réforme alors, les ressources, donc, en plus, nous, on est flat. Les communes ont pu bénéficier du foncier bâti. Elles ont ce que vous votez au Parlement, c'est-à-dire le taux, voilà. Et puis, elles rajoutent ou pas un petit pourcentage. Enfin, ça peut vite faire 8, 9, 10%. Nous, on était flat, hein, puisque même on n'a pas eu la tonicité. On n'a pas la tonicité de la TVA, puisque la TVA sert d'un fonds de péréquation qui vient aider précisément les départements les plus fragiles aujourd'hui. Donc on s'est tapé l'inflation, c'est un peu... Alors vous imaginez, les EHPAD qui viennent nous dire on s'en sort plus, le chauffage, le machin, le truc, et on se sent bien seul. Il faut aussi que vous sachiez, pour terminer sur les EHPAD, que l'État a fait un fonds d'urgence de 100 millions. Hein. 100 millions à l'échelle de la France. Moi, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez, des fois, je la cite, Jérôme, la région Bourgogne-Franche-Comté, on a eu 5 millions pour 8 départements. Hein, moi, j'ai 83 EHPAD. Voilà, je vous laisse mesurer l'enjeu. Donc, on danse finalement sur une poudrière, sur un volcan. Alors, je le dis, j'ai alerté. Maintenant, je souhaite qu'on soit entendu, qu'on ait une trajectoire. Et puis surtout qu'on arrête les annonces, je vous l'ai dit, inconsidérées, et je termine là-dessus. Quand j'ai entendu le gouvernement dire on va transférer les ASS sur le RSA, alors, je ne vais pas rentrer sur le débat, ASS, intérêt ou pas intérêt, voilà. C'est 3 fois. Alors, tout le monde est tombé de l'arbre, moi le premier. Vous savez combien ça coûte, l'ASS? 2,1 milliards. Au début, on m'a dit 7. Je dis non, c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors finalement, 2,1 milliards. Je vous rappelle qu'on finance le RSA par moitié. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve encore 1 milliard dans nos départements pour se taper la SS. C'est juste insupportable. On ne pourra pas faire face. Alors j'ai expliqué ça, on m'a dit mais non, attendez, on va rediscuter. Mais vous connaissez l'état du pays. Oui, j'ai entendu. Mais on va en discuter, mais vous connaissez l'état. Ah, vous voyez ce que je veux dire, mesdames, messieurs les sénateurs. On va en discuter, mais vous connaissez l'état du pays. Ça veut dire qu'il faut vous apprêter à prendre le choc. On ne le prendra pas. On m'a dit on verra pour le flux. Mais je dis attendez, le flux, ça va vite se transformer en stock. C'est 3 fois 6 mois les ASS. En 18 mois, le flux, c'est devenu le stock. Enfin, vous me suivez? J'essaye d'être assez clair. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Généralisation du RSA, alors allons-y, sans même qu'on ait fait le bilan de l'expérimentation engagée. Enfin bon, bref. Voilà, pour ce qui concerne la suite. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Pourquoi la France est différente des autres pays?
après tout. Pourquoi elle est différente? Pourquoi on a plus de strates? Est-ce que ça fonctionne mieux? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes la France et qu'on ne s'est pas constitué comme pays de la même manière que tous les pays européens qui nous environnent. Tous se sont constitués fédéralement. C'est-à-dire que c'est une entité qui s'est retrouvée. Chez nous, c'est à partir de la commune que ça s'est constitué, l'État et la nation. Les communes, c'était la riposte à la royauté, et c'est ensuite devenu une nation. Donc c'est la commune. Alors la commune, c'est bizarre, on la redécouvre quand il y a des situations de crise. Alors on appelle tous les maires, vous n'avez pas un terroriste chez vous, un gilet jaune, un bonnet bleu, un bonnet... Enfin, vous les avez vus, on a eu des bonnets rouges, des bonnets... Oui, en Bretagne. Ils sont en Bretagne, rouges. Mais maintenant ils sont jaunes chez certains agriculteurs, d'autres... Ça déteint. Bon, donc voilà. Donc c'est la commune. Ensuite, les départements. Je me suis demandé pourquoi il y avait cette relation parfois compliquée aux grandes régions. Je le dis très simplement, hein. Relation compliquée d'abord parce qu'elles sont grandes. Et que quand on a aspiration à la proximité, vous préférez parler à quelqu'un que vous connaissez qu'à quelqu'un que vous cherchez. Voilà, c'est comme ça. Non, non, mais c'est pas critique, hein, Jérôme. C'est pas critique. Donc, j'ai fait travailler des chercheurs là-dessus, Arnaud Duranton, un type vraiment qui a fait une portée moderne, une lecture moderne de notre histoire. Et en fait, je me suis dit, il y a des territoires administrés, il y a des territoires vécus. C'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse bien à ce qu'on fait dans un pays. Moi, je suis profondément attaché au département, pas parce que je suis président du département, mais parce que c'est le territoire vécu. Vous savez, quand on avait voulu enlever la plaque minéralogique, le numéro de son département, maintenant on se le choisit. Alors il y en a qui aiment beaucoup le Vaucluse, je vois le sénateur de Vaucluse qui m'a repéré dans ce formidable Sénat, vous m'avez accompagné, merci Lucien, vous m'avez accompagné jusqu'à la porte d'ici. Donc, bon, chacun sous un temps choisit, mais c'est référentiel. On est de sa commune, on est de ses départements, on est de son pays. Voilà. Donc je vous dis, ne réintroduisons pas des débats. Nous, on a fait, moi je me désespère un peu parfois, je vous le dis très franchement. J'ai demandé à tous les départements, tous les élus locaux, on a demandé aux maires de nous dire comment, finalement, la question qui nous est posée, comment agir mieux pour les Français. Dans un monde qui va vite, il faut qu'on retrouve cette agilité en même temps que le sens. Et donc, nos collectivités sont agiles. Le sens, il appartient au gouvernement de le donner et de le préciser sur ce qu'on veut faire. Et c'est dans un dialogue construit qu'on pourra gagner la bataille de France dans un monde en plein basculement. Je suis convaincu, moi j'ose dire une chose, les départements ne sont pas une menace pour la France, ou les collectivités ne sont pas une menace, sont une chance pour la France. Voilà tout simplement ce que je dis. Et comment on peut arriver à un dialogue construit dans une période extrêmement complexe, c'est de se fixer des objectifs atteignables et d'arrêter les annonces non financées. Voilà. Donc après ça, tout est ouvert. On a fait 103 propositions. Alors pourquoi 103? Ce n'était pas pour poursuivre l'héritage mitterrandien. C'était simplement pour se dire, voilà, on a 103 départements, y compris les ultramarins. D'ailleurs, c'est un signe aussi hein, que je vous indique. J'ai souhaité qu'on réactive une commission ultramarine. Quels que soient les territoires, qu'ils soient à statut particulier, etc., ils ont tous adhéré à Département de France. Ça aussi, j'attire votre attention là-dessus, tous, et y compris la province sud de la Nouvelle-Calédonie, qui vient d'adhérer à Département de France. C'est parce que ça a du sens. Donc voilà, c'est ce sens qu'il faut retrouver. J'ai été trop long. J'ai été trop long, Madame la Présidente. Mais vous avez notre absolution, Monsieur le Président. Je sollicite votre pardon. Oui, j'y réfléchis, mais je pense que c'est possible. C'était très important que nous vous entendions et que vous puissiez expliquer effectivement à la fois ce qu'est votre mission, les difficultés qui sont les vôtres aujourd'hui, la cohérence entre vos missions, le fonctionnement, les enjeux en matière de société, les difficultés aussi dans un pays, vous l'avez dit vous-même, dans un pays qui n'est pas au mieux de sa forme financière et budgétaire et où les dépenses ne cessent d'augmenter, où les écarts sociaux se creusent et non seulement entre catégories fiscales, je vais dire, mais une sorte de dislocation du commun où on voit bien que vous portez pleinement les difficultés d'une société qui est quand même un peu décousue et une jeunesse, et je pense aux enfants, je suis très sensible, comme nous tous ici, très grosses difficultés dans lesquelles aujourd'hui se retrouvent
des enfants et la jeunesse, et que si nous n'accompagnons pas ces enfants, et je pense aux problèmes psychologiques, psychiatriques que la crise Covid a aggravé à la fois dans les familles, mais aussi chez les jeunes, je crains que notre avenir soit autrement difficile que simplement difficile pour des raisons financières. Ceci dit, Monsieur le Président, après vous avoir remercié, mes collègues ont de nombreuses choses à vous dire ou des questions à vous poser. Donc j'ai 4 demandes de parole pour l'instant. Hervé Gillet et Corinne Ferré. Ensuite, Hervé Reynaud et Jérôme Durin. Donc je propose que nous fassions 2 duos, si vous êtes d'accord. Hervé et Corinne. Ensuite, un droit de réponse, Monsieur le Président. Puis Hervé Reynaud et Jérôme Durin, et peut-être d'autres. À vous, chers amis et collègues. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, vous avez exprimé une saine colère. Et j'ai le sentiment que cette colère prend de plus en plus de force au fur et à mesure que les mois passent. Mais si elle prend de plus en plus de force, c'est que vous avez aussi le sentiment d'être pas suffisamment écouté. Donc, est-ce que vous allez rester à ce stade de la discussion et de la négociation avec le gouvernement, ou est-ce qu'il faudra taper un peu plus fort sur la table, compte tenu des enjeux que vous avez très justement mis en perspective? Donc, la politique d'action et de revendication aujourd'hui est clairement posée au regard de la situation des départements. Vous avez évoqué bien sûr à la fois les dépenses et les recettes. Sur les recettes, moi j'ai le sentiment qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui que des dotations ne soient pas revalorisées chaque année, au moins concernant les charges du personnel au regard du GVT, parce que sinon de toute façon l'effet ciseau est toujours de plus en plus fort. Mais cette revendication de la revalorisation avec un coefficient négocié chaque année ne semble pas suffisamment posée aujourd'hui. Alors, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que c'est un sujet, un objectif important par rapport à ça? Vous l'avez dit en fin d'intervention, vous disiez qu'il y a une situation d'étouffement, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a une stratégie, moi, politique. Et les préfets le disent d'ailleurs, constamment au président de département. Resserrez-vous sur vos compétences principales. C'est le discours permanent. Mais quelque part, vouloir étouffer une collectivité, c'est lui imposer de se resserrer sur les collectivités principales. Est-ce que ce n'est pas une stratégie politique? Je le crois, moi très clairement, c'est une stratégie politique pour éviter que les collectivités aient un champ d'action plus large, et notamment au travers des solidarités territoriales. Et puis, par rapport à la mission Woerth, il y a quand même quelques signaux. Alors on verra bien comment tout ça se cristallise, si ça se cristallise. Mais on voit revenir le conseiller territorial. On ne peut pas laisser de côté quand même le sujet. Monsieur Woerth remet quand même en selle cette proposition de travail. Qu'en pensez-vous? Et puis au-delà de l'intérêt de conserver les DMTO, que je partage, la question qu'on se pose, mais les finances publiques ne le permettent pas aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de caisse de compensation qu'on pourrait alimenter dans le temps qui permettent de faire le dos rond quand ces DMTO sont trop faibles. D'autant plus que c'est quand même une fiscalité paradoxale. Puisque quand on est dans une crise sociale et une crise du logement, c'est là où on a le moins de rentrées, alors qu'on a des besoins plus importants. Donc elle est intéressante, parce qu'elle peut être très dynamique, mais elle est aussi, c'est une fiscalité paradoxale. Donc qu'on la conserve, oui, mais il faudra sans doute revoir ces modalités. Il y a la péréquation que vous avez pu évoquer, c'est un sujet. Et à la limite, si on pouvait rêver, une part de CSG directement attribuée au niveau des départements, ça ne serait pas idiot quand même, compte tenu justement des compétences propres que sont les départements. Et je terminerai sur un point, puisque pour le coup, j'ai déposé une proposition de loi sur l'eau, avec une mission d'information qui était présidée par Rémy Pointreau. Nous avons repris votre amendement au niveau de l'ADF dans cette proposition de loi pour faire vivre le sujet. On va voir jusqu'où on va le pousser. Parce que vous avez raison, je suis intimement convaincu que l'échelon départemental est aussi un échelon pour faire, accompagner et aussi travailler l'acceptabilité des projets, ce qui n'est pas un moindre sujet quand on parle des politiques de l'eau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, merci de nous consacrer un peu de votre temps et pouvoir échanger avec vous sur la situation des départements, mais aussi, comme vous l'avez rappelé, j'ai envie de dire, le cœur de métier ou les cœurs de métier des départements. Je suis là. Les cœurs de métier de département en termes d'action de proximité auprès de chacun de nos concitoyens. Vous avez évoqué lors des vœux
que vous avez présenté en janvier, enfin il y a quelques semaines, rappelait le rôle des départements dans la protection des plus fragiles. Vous l'avez indiqué aussi il y a quelques instants. Je voudrais, si vous le permettez, insister parmi les plus fragiles sur nos aînés, sur celles et ceux que nous pourrions être demain, je nous le souhaite comme vous l'avez évoqué aussi, et sur la question du vieillissement de la population. Je ne reviens pas, je ne vais pas rappeler toutes les informations que l'on connaît, toutes les statistiques que l'on connaît. Quand vous parliez de prévisibilité en termes d'action et de financement, on sait tout cela. On sait tout cela depuis de nombreuses années. On sait que notre pays a une population vieillissante. On sait que la majorité de nos concitoyens souhaiteraient pouvoir rester à leur domicile et non pas rejoindre, ou en tout cas le plus tard possible, un établissement spécifique, un EHPAD en particulier. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que nous n'en avons pas les moyens pour l'instant. Et vous l'avez rappelé, ça n'est malheureusement pas la proposition de loi sur laquelle nous avons débattu il y a quelques jours, quelques semaines ici au Sénat, sur le bien vieillir, je dis très simplement, je raccourcis un peu le titre, qui donne les moyens. Nous attendons toujours la fameuse grande loi sur l'autonomie qui aurait donné et devrait donner un véritable engagement fort de l'État, aux côtés duquel les collectivités pourraient se retrouver. Mais pas seulement demander sans cesse aux collectivités de faire à la place d'eux, et en particulier au département. D'autant plus qu'on pourrait, je veux faire un lien direct, parce que vous l'avez aussi évoqué, après les annonces du Premier ministre d'une réduction budgétaire, on va dire, ou d'économie à réaliser à hauteur de 10 milliards d'euros. Il y a sur le volet handicap et dépendance, donc perte d'autonomie, aussi des économies tout à fait importantes qui sont annoncées. Alors, serons-nous tentés, ou le gouvernement et les services de l'État seraient-ils tentés de demander au département, une fois de plus, de faire à la place d'eux, parce qu'au bout, excusez-moi la familiarité, mais au bout de la chaîne, ce sont bien des hommes et des femmes qui ont besoin de cet accompagnement et de ce soutien, comme vous l'avez dit. Alors, je ne veux pas être plus long, mais peut-être vous poser quelques questions pour avoir une vision un peu des départements, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir avec mon collègue Laurent Burgoa dans quelques semaines, puisque la délégation aux collectivités a donné son accord, ou donnera son accord sur une mission d'information sur la problématique du vieillissement de la population dans les territoires et le rôle des élus. Mais en tout cas, j'évoquais donc la volonté d'une grande majorité des Français de vieillir chez eux. Est-ce que les départements déjà ont envisagé une possibilité de diversifier l'offre d'hébergement et pas seulement sur les EHPAD? On sait qu'il y a différents modèles, différents formats qui pourraient être développés. Comment aussi lutter contre l'isolement des personnes âgées à domicile, en secteur rural certes, mais pas seulement. On voit bien aussi, je pense à certains drames aussi en secteur urbain. Et donc voilà, vous avez parlé du virage domiciliaire. Il est évident qu'on doit aussi être force de proposition et avoir aussi, encore une fois j'insiste, des moyens pour répondre à cet enjeu de société, parce que pour moi c'est un véritable enjeu de société que d'accompagner nos aînés et de faire face à ce vieillissement de la population. Corinne, avant de passer la parole au président Sauvadet, je voudrais compléter la question qui est posée sur la manière dont notre société doit évoluer pour prendre en compte de manière différenciée et plus complexe le vieillissement. Aujourd'hui, c'est assez binaire. Vous êtes chez vous, alors il y a tout le maintien de domicile, etc. Et vous allez en EHPAD. Je pense qu'il y a aussi des choses qui évoluent, puisqu'on parle parfois d'EHPAD hors les murs. On fait plus de liens entre le domicile et l'EHPAD, comme un continuum. Alors, on parle beaucoup de continuum de sécurité. Moi, je parle de continuum de vie, en quelque sorte. Et qu'on sait bien qu'il y a une brutalité infinie pour les personnes et pour les familles. Quand vous êtes hospitalisé parce que vous êtes tombé, voilà, vous avez cassé, je ne sais pas quoi, le fémur, je ne sais pas quoi, vous allez à l'hôpital. À l'hôpital, au bout de 4 jours, on vous dit, bon, très bien, mais alors maintenant, hop, vous partez. Et qu'on part à la chasse aux EHPAD
d'une manière douloureuse et difficile, parce que quand vous en trouvez un, c'est parfois à 60 km de chez vous, et la personne âgée, elle se retrouve de manière brutale dans une vie collective pour laquelle elle n'a pas été préparée et en dehors de son champ de vie habituel. Donc elle a perdu ses racines et ça accélère le vieillissement. Et en tout cas, il y a une dégradation de ce qui doit être un temps de vie, parce que bien vivre, c'est vivre jusqu'au bout de sa vie. Donc, est-ce qu'il y a des réflexions et du coup, moi, je m'éloigne un peu du coup, mais ça me semble très important qu'on parle de ça aussi. Est-ce qu'il y a des évolutions sur la manière dont, voilà, on organise d'une manière différente, un peu, sachant qu'en plus, et je terminerai là-dessus, parce que comme beaucoup d'entre nous, j'étais présidente d'un conseil d'administration d'un EHPAD où 60% des gens venaient de l'extérieur du territoire et certains venaient de l'autre bout de la France, parce que leurs enfants qui avaient 50 ou 60 ans, ils avaient déménagé, et ils rapatriaient en quelque sorte leurs parents pour que les parents soient plus près de chez eux, et on crée un isolement et un déracinement violent. Merci, monsieur. Merci beaucoup. D'abord, Gilles, moi je suis complètement en phase avec ce que vous avez dit, hein, et le diagnostic que vous avez fait. C'est vrai que c'est contracyclique par nature, la ressource, le droit de mutation, mais en même temps, je vous dis, il ne faudrait pas accepter que l'État le reprenne pour faire lui-même une redistribution dans des conditions qu'il déciderait, alors que nous avons déjà engagé nous-mêmes des conditions de péréquation entre nous et de ramener de l'équilibre. En tout cas, c'est lié très étroitement à la compétence aménagement et développement du territoire que nous avons, en compétence territoriale. Et donc, comme je le dis, nous sommes aussi l'un des derniers remparts, ou l'un des derniers boucliers pour le monde rural. Et on vient souvent nous chercher quand il y a un problème, qu'on ne sait plus à qui s'adresser. On vient voir le président du département, les conseillers départementaux. Alors parfois, on nous dit, oui, mais les citoyens ne savent pas à quoi vous servez. D'accord, mais ce n'est pas ça la question. Au moins, ils ont un repère pour savoir à qui s'adresser. C'est déjà pas mal dans une République qui se cherche et qui ne se trouve pas d'avoir déjà parmi eux le maire, l'élu local, à qui s'adresser pour exprimer son incompréhension, sa colère ou son attente. Et on essaye de boucler. C'est pour ça que dans la décentralisation que vous évoquez, moi, je ne crois pas du tout à cette vision que je trouve vraiment ancestrale d'un bloc de compétences avec un financement qui lui est attribué. Ça ne correspond plus à la vie. Il faut maintenant qu'on réinvente des chefs de fila, mais un vrai chef de fila. Quand, par exemple, moi, je suis protecteur de l'enfant, la responsabilité pénale, c'est la mienne qui est engagée d'abord. Pénale, la mienne. Donc, évidemment, je voudrais pouvoir, moi-même, dans le respect des attributions de chacun, inviter le préfet, parfois le préfet nous convoque, monsieur le préfet, bon. Mais inviter le préfet, inviter les autorités judiciaires. Quand vous voyez la complexité du dialogue déjà au sein de l'institution judiciaire elle-même, entre le président du tribunal ou présidente de tribunal, le parquet, le procureur et les juges pour enfants, quand vous voyez déjà la difficulté de les mettre autour de la table pour évoquer ces sujets, vous imaginez la difficulté que nous avons lorsqu'on nous confie par voie judiciaire des enfants ou qu'on nous les réattribue alors qu'ils relèvent d'autres institutions. Donc ça suscite aussi des périodes de tension extrêmement fortes et de l'incompréhension de nos propres salariés et propres agents. Donc je ne crois pas au bloc de compétences avec un financement qui serait dédié. Ça, la question du financement doit être vue en fonction de l'objectif qu'on se fixe, parce qu'à force de fixer des objectifs inatteignables avec des financements qu'on est en train de chercher, effectivement, ça va nous conduire à l'asphyxie. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que toutes les capacités d'innovation territoriale, l'intelligence territoriale est menacée aujourd'hui par le fait de l'asphyxie financière. Comment moi je vais faire pour aller innover, aller rechercher de nouveaux modes de Il faut un peu d'argent à mettre sur la table pour aller innover, pour accompagner, pour soutenir, Et quand vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous faites ? Moi, j'ai dit, vous savez le risque que vous allez courir à force de l'asphyxie des départements de France ? Vous allez conduire tout simplement à ce qu'il n'y aura plus aucun appel à projet que vous pourrez réaliser. Moi, qu'est-ce qui va se passer dans mon département ? On a fait des plans précarité, des plans pauvreté, l'État met 500 millions au niveau national ou 500 000. Et puis après, au bout de 2 ans, il vous dit débrouillez-vous avec ça. Ben, je vais arrêter. Si effectivement on doit se recentrer sur le cœur de métier, c'est la prestation. Mais qu'est-ce qui fait la richesse et la dignité ? C'est l'entourage de la prestation, ce que vient de dire Françoise Gatel sur le vieillissement. C'est la qualité de la prise en charge. C'est ça qui va être mis en cause, la capacité à l'innovation.
Les circuits locaux, on a travaillé, nous, avec les agriculteurs sur les circuits locaux, on a des collégiens à qui on fait déjeuner, on essaye d'encourager la consommation de produits locaux dans nos établissements, faire du temps du repas un temps d'éducation pour réconcilier nation et agriculture. Et ça commence par cet âge de l'adolescence où il faut qu'on reprenne conscience qu'à l'origine de l'alimentation, il y a des producteurs derrière. C'est tout ça qu'on fait. On va arrêter, qu'est-ce qu'on fait? J'ai même entendu une ministre, je ne la critique pas, parce qu'il faut toujours être bienveillant à l'égard du gouvernement si on veut récupérer un peu de bienveillance de la part du gouvernement, n'est-ce pas? Mais un ministre m'a dit, mais vous avez encore des frais de communication. Enfin, franchement, quand le gouvernement vient d'envoyer des pièces à tous les CM1, CM2, une pièce de valeur de 2 € sur les Jeux Olympiques, et qu'on vient me donner une leçon à moi en termes de communication dans les départements de France, charité bien ordonnée, on commence par un examen de conscience pour soi-même, n'est-ce pas? Bon, voilà. Donc, le bloc de compétences, je n'y crois pas. Le conseil territorial, on y est hostile. Parce que le conseil territorial, avec les grandes régions, quel que soit le mode de scrutin, c'est la disparition du département. Est-ce que c'est l'intérêt de la France? Je ne le crois pas. Je suis obsédé par le destin de notre pays. C'est une obsession que nous devrions tous avoir en partage. Et la disparition du département, ce sera un drame pour le monde rural, en particulier. Et les revendications des métropoles à exercer des compétences départementales, c'est un drame absolu, parce que ça va fracturer, ça va accélérer le processus de 2 Frances. Une France urbaine et une France rurale. La France d'à côté. Je me battrai résolument contre cette idée de reprise de compétences qui ne serait pas justifiée, notamment sur la vision qu'on doit avoir de la société, où on habite à la fois en ville, mais il y en a 50% de la population qui habite à la campagne. Or, qu'est-ce qui a imprimé le rythme de la vie et de la réflexion, et de la pensée et de l'action publique? C'est le fait urbain. C'est pour ça qu'il y a un drame dans ce pays. C'est le fait urbain qui a imprimé les décisions publiques et politiques en matière énergétique, etc., dans toutes les matières. C'est le fait urbain qui a pris la main. Alors que nous avons une France que nous devons reconstruire d'équilibre et se revoir un destin commun. Voilà ma conviction profonde. C'est tout. À partir de là, moi, j'ai mis des propositions sur la table. Moi, je suis très praticien. Je suis un praticien de l'action publique. Je ne vais pas faire de démagogie. J'étais ministre, je sais à peu près comment ça fonctionne, surtout de la fonction publique, monsieur le préfet. Enfin, la moitié des préfets m'en veulent parce que j'ai fait une loi sur la protection des femmes pour qu'elles puissent accéder à des postes de responsabilité. Donc, au moins, toutes les femmes préfètes m'adorent, les préfets hommes, un peu moins. Donc, on ne va pas faire de démagogie, mais on a fait 103 propositions. Ça fait des mois qu'elles sont sur la table. On en est où? Simplement pour agir mieux. On est capable de se mettre d'accord. Quand on me dit le tourisme, c'est les régions qui veulent le reprendre, mais je tombe de l'arbre. Le tourisme, allez voir au salon de l'agriculture. Puis revenez, on en parle. Bon, quand je vois le sport, revendication au plan régional, parfois pour le sport, je tombe de l'arbre. Qu'est-ce qui finance nos petits clubs, nos associations, nos trucs de proximité, le sport pour tous, etc. N'oubliez pas. Et là, j'étais dans la majorité. Quand Nicolas Sarkozy a voulu faire le conseiller territorial, qui est-ce qui a le premier réagi? Et que, moi, j'étais député à l'époque, je ne pouvais plus sortir. On me harcelait. C'est le mouvement sportif et le mouvement culturel qui a dit touchez pas au département parce qu'on en a besoin. Les DOS ont été les premiers à monter, les associations sportives, au créneau. Je m'en souviens. Hein. Et les deuxièmes, c'était le mouvement culturel. Parce que là aussi, on est des petites associations, on est de cette vie, on est responsable des médiathèques, on est responsable de la lecture pour tous. Alors quand on me dit vous êtes le social, oui, on est le socio-culturel, on est le social touristique. Voilà. Donc les blocs de compétences, j'y crois pas. Ce qu'il faut, c'est réviser. Ce que c'est faire la région, moi je ne vais pas faire de l'hydrogène, encore qu'en Vendée, on le fait. Ils ont même des stations de... Si vous voulez faire de l'hydrogène, c'est au niveau de la région, la macroéconomie. Moi, ce n'est pas de sujet que ça. Mais ce n'est pas la peine pour les régions de venir faire ce qu'on fait dans les départements en proximité. Ce n'est pas son job. Qu'elle fasse de l'économie, hein, de la macroéconomie, et puis qu'elle nous laisse agir en proximité. C'est aussi simple que ça. Parce que si on n'agit pas, nous, en proximité, on va accélérer les trous dans la raquette. Et accélérer les trous dans la raquette, vous allez voir comment on va apprécier la dimension rurale de la réponse. Pour ce qui est... Voilà, donc je suis d'accord avec vous. Donc c'est la meilleure réponse que je puis vous faire. Corinne Bonferré. Juste sur la... Oui. Oui, Monsieur le Président, je ne veux pas être censeur.
Je dis juste qu'il nous reste 17 minutes. Ah ben je vais me taire. Et alors, nous non. avons... Non, oh ben non, je ne voudrais pas Non. que le Sénat vous fasse taire. Non, C'est non, mais impossible sur d'ailleurs. le- Il sur nous le reste 5 vieillissement- questions. Sur le vieillissement, juste un mot sur le vieillissement. On va avoir un défi sur l'aide à domicile en milieu rural. J'ai beaucoup d'inquiétudes. Ce qu'a décrit Françoise Gatel est exactement ce qu'on vit. On n'a plus d'assistante sociale dans les hôpitaux. Ce qui fait que, avec comment ça s'appelle, l'enjeu de la prise en charge dans les hôpitaux pour la journée, effectivement, ou pour 2-3 jours, d'un seul coup, vous avez votre petit mot sur la porte, départ 12 heures. Simplement, comme vous n'avez pas le lien entre les établissements qui peuvent accueillir ou la prise en charge à domicile en sortie d'hôpital, vous avez de plus en plus de ruptures dans ce domaine-là. D'autre part, effectivement, vous avez raison, entre le maintien à domicile et l'EHPAD, il y a effectivement des tas d'initiatives qui sont prises, les résidences autonomie, des maisons, parfois dans le privé, dans le public. Nous, on encourage beaucoup tout cela, mais en même temps, je crois qu'il faut être très prudent pour ne pas que les maisons de l'autonomie, qui sont souvent d'initiatives privées, ensuite nous demandent de basculer dans la prise en charge avec un statut qui revendique le médico-social. Pour les résidences autonomie, dans mon département, j'ai pris la décision qu'aucune résidence autonomie, compte tenu du fait que nous avons assez de places d'EHPAD, qu'il faut moderniser les EHPAD que nous avons aujourd'hui, ne puisse prétendre à cela, parce qu'effectivement, c'est trop commode. Vous voyez, on commence, on ouvre, puis après, on vient chercher le médico-social. Donc, il faut qu'on se méfie de ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on... Puis, en plus, on a beaucoup travaillé. Maintenant, il y a des plateformes ARS département. Par exemple, vous avez vous-même une personne âgée dont vous savez qu'en quelques mois ou quelques années, vous pouvez vous préinscrire, choisir votre établissement, mais l'enjeu, ce sera la présence territoriale du médico-social, la présence territoriale de nos EHPAD. Parce que vous ne construirez pas un service d'aide à domicile adapté s'il ne s'appuie pas sur les EHPAD de proximité, les hôpitaux de proximité. Donc l'idée d'avoir des moins de 80, on plie, on ferme au motif que ça doit être médicalisé, c'est une erreur stratégique majeure. Je le dis simplement, et je vais m'y opposer. Hein. Je l'ai dit d'ailleurs à Aurore Berger, qui n'est plus ministre, en charge de ce secteur, et on avait un tel désaccord que je lui souhaite bon vent dans son nouvelles activités. Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, vous avez compris que vous vous prêtez un exercice dont vous êtes très capable, ne doutez pas. C'est de ma faute. Hein, oui, on va noter. J'ai tellement de bonheur à pouvoir vous dire ce qu'on vit. Il y a Oui. tellement peu d'enceintes où on peut exprimer ce qu'on vit que finalement, j'en profite un peu, Madame la Vous Présidente. abusez, là, à peu près, Monsieur le Président. Hervé, notre collègue Hervé Reynaud et notre collègue Jérôme Durin. Et derrière vous, chers amis, si vous voulez leur faire plaisir, il y a encore 3 collègues. Donc, je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous êtes bienvenus. C'est entendu, Madame la Présidente. Merci au Président François Sauvadet. D'une certaine façon, de hausser le ton ce matin, et ça fait du bien. Effectivement, ça gagne du temps, comme on dit chez nous, de se parler très franchement, parce qu'il y aurait tant à dire. Par contre, il y a un principe sur lequel on peut se retrouver, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie de gestion sans autonomie financière, et c'est vrai. Grâce à la qualité des ordres du jour qui nous sont présentés, proposés par notre présidente, on a eu l'occasion très récemment d'auditionner Éric Woerth. Pas forcément une audition qui nous a spécialement rassurés d'ailleurs. Donc je voulais avoir un petit peu votre point de vue sur... Vous avez défloré que certains des messages que vous avez envoyés au gouvernement, mais peut-être l'état des échanges que vous pouvez avoir avec Éric Woerth, puisque... On a vraiment ressenti que pour rationaliser un petit peu l'agencement institutionnel, il s'agissait de rester sur nos compétences dites obligatoires et compétences dites optionnelles. Moi, je ne sais pas ce que c'est, à vrai dire, puisque les solidarités humaines et territoriales se recoupent bien souvent sur un échelon de proximité. On voit bien que nos communes ne peuvent pas réaliser leurs projets. Moi, dans mon département de la Loire, on avait lancé un sondage. 84% des communes ont évoqué qu'ils n'auraient pas pu aller au bout de leur projet s'il n'y avait pas eu le département. Et puis une deuxième question rapidement. Le département est contributeur à un certain nombre d'organismes tiers. Je pense notamment aux services départementaux d'incendie et de secours, qui ont subi aussi de plein fouet un certain nombre de décisions nationales qui ont augmenté leur budget. Quel est votre regard aussi par rapport à cette relation entre le département et ce type d'organisme ? Hervé, donc encore plus fort
et plus vite. Monsieur Durin, vous êtes très sportif, je crois. Donc là, Merci Madame la Présidente, vous me pressez. Toujours un plaisir de retrouver le président Sauvadet avec qui on a échangé dans un autre cadre, sur d'autres bancs, naguère. Merci pour votre analyse, l'état du pays, de la situation sociale, des contraintes conjoncturelles et structurelles. Moi j'ai une question très concrète sur le dialogue construit que vous appelez de vos voeux. Comment on se parle entre collectivités? Alors, il y a évidemment la mission Wörth, mais le sujet, c'est l'articulation des interventions entre les collectivités. Où commence la solidarité territoriale? Où finit-elle et où commence l'aménagement du territoire? Le département, la région, la proximité et la stratégie, c'est pas toujours si simple. Alors, il y a les compétences, jusqu'où on va. Il y a aussi la façon dont on organise cet échange. Les CTAP, on ne peut pas considérer que ça fonctionne super bien. Donc, à quel endroit on peut articuler un dialogue qui est quand même extrêmement important, à la fois pour la qualité des décisions, l'argent public est cher, donc comment on l'utilise bien, et puis aussi pour la simplification vue depuis les porteurs projets, parce que quand il y a plusieurs guichets, qui fait quoi, comment on finance, c'est quoi le lieu où on parle, et j'aimerais avoir l'avis du président Sauvadet sur cette articulation des volontés démocratiques locales. chers collègues, monsieur le On va aller vite pour la Loire, puisque je partage ce sentiment. Je n'ai pas parlé aussi des SDIS, parce que là, on est face à des défis considérables. On a parlé de l'eau, mais évidemment, quand on parle de l'eau, des périodes de sécheresse et du changement climatique, avec des périodes d'inondation et d'événements climatiques. J'ai présidé le comité de bassin Seine-Normandie, donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets d'évolution du climat avec le GIEC, et aujourd'hui on y est. Vous avez vu des événements tempétueux qu'on n'avait jamais vus, avec des toitures emportées, y compris dans le centre de la France. Enfin bon, il y a des périodes de sécheresse plus prononcées. Évidemment qu'il y aura un problème de financement des SDIS aujourd'hui. Il faudra qu'on révise aussi la capacité à faire face à ces nouveaux risques financiers. Aujourd'hui, ce sont là encore les départements. Tout effort supplémentaire est fait par les départements. Et donc, puisque vous le savez, la contribution communale et des groupements de communes ou des métropoles, elle est plafonnée. Donc, évidemment, tout effort supplémentaire, c'est le département qui se le prend. Avec aussi un enjeu, et ça, je vous demande d'être très vigilant là-dessus, sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Un certain nombre de départements viennent de recevoir des lettres du directeur général de la sécurité civile qui m'inquiètent terriblement. Et il y aurait une vraie menace. D'abord, une vraie menace d'exercice et de prise en compte de la sécurité civile, à considérer que la réponse au déficit d'engagement serait la professionnalisation des pompiers en toutes circonstances. Je crois que ce serait l'abandon d'une idée à laquelle nous sommes, département de France, très attachés, c'est que l'engagement citoyen participe de la sécurité civile. Et donc la formation au geste, l'engagement des citoyens, les sapeurs-pompiers volontaires, donc on a un double problème de financement et d'engagement. Mais en tout cas, le modèle tel que nous l'avons là doit évoluer. Vous savez qu'on a demandé une taxe sur les assurances, puisque au nom du droit du sauver, c'est-à-dire quand on a sauvé des personnes, après tout, il faudrait que les assurances participent un peu plus, on ne peut pas le supporter, nous tous. Et puis d'autre part, un travail beaucoup plus construit aussi au plan régional. Bon, ça se passe bien avec les préfets de zone. La dimension zonale est un peu plus difficile d'accès, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est-à-dire qu'on considère qu'on décide de là-haut, de la zone, au nom de la coordination des effectifs. Mais enfin, il faudra quand même se méfier, parce qu'aujourd'hui, avant c'était simple, le nord descendait dans le sud en période estivale. Aujourd'hui, il n'y a plus de nord et de sud, parce que vous avez des incendies dans l'Est, vous avez des incendies dans les Vosges, vous avez des incendies en Côte d'Or, vous avez des incendies dans la Nièvre, M. Durin. Donc, il y a une problématique aujourd'hui de sécurité civile posée à notre pays, de son financement et de son engagement. Voilà. Mais très attentif sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Il y a une dimension européenne là-dedans où on essaye de professionnaliser tout ça. C'est une vraie menace sur la sécurité civile française. Deuxième sujet, donc on est d'accord, oui, autonomie financière. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Hein.
Alors ça peut être une part de CSG modulable, je ne sais pas, mais enfin il faut qu'on retrouve de l'autonomie financière. Parce que si on n'a pas d'autonomie financière, il n'y aura plus d'invention et de génie territorial pour faire confiance à l'intelligence territoriale. Bon, quand je vois mes collègues qui me disent tout ce qu'ils sont en capacité de faire, d'adapter les politiques territoriales à la situation en Seine-Saint-Denis, dans le Cantal ou sur la façade méditerranéenne ou sur la façade bretonne, je suis fasciné par cette intelligence. Il faut la laisser respirer aussi, cette intelligence, et qu'elle soit une source d'inspiration ensuite pour le pays en adaptant nos politiques. Voilà, donc pas d'autonomie, pas d'intelligence. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on limite la capacité d'intelligence. Jérôme, monsieur le sénateur, vous avez posé exactement la question, je n'ai pas encore la réponse. Mais c'est souvent une pratique. Les CTAP n'ont pas marché parce que pourquoi on a fait des grands-messes, on veut mettre tout le monde autour de la table. Il y a un dialogue, il y a un premier strate de dialogue, c'est le couple commune-département. Ce couple-là, il marche. Moi, quand je fais des réunions de maires, j'en ai 500 qui viennent sur les 680. Pourquoi? Parce qu'ils y voient un intérêt, sinon ils ne viendraient pas. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Ce couple-là, il marche. Ensuite, il faut réinventer un nouveau dialogue région-département. Et c'est la qualité de ce dialogue qui fera que ça marchera. Mais il ne faut pas voir trop grand, trop large. Ce n'est pas tous les élus dans la strate département-région. C'est se mettre d'accord, nous, quel est le bon niveau pour agir. Tu veux faire de la stratégie économique, eh ben, banco, vas-y. On la partage, on se dit comment on l'adapte, on en parle. Mais il ne faut pas tout vouloir. On a voulu faire des grands machins régionaux, comme on fait des schémas régionaux. Alors c'est commode de la part de l'État. D'ailleurs, ça participe de l'asphyxie des départements, ça aussi. Hein, on a une politique nationale, on la déconcentre de manière étatique auprès des régions, à l'échelon régional, puis après on vous dit, débrouillez-vous pour les mettre en œuvre, sans s'interroger. Donc en fait, c'est une double asphyxie. Et l'échelon régional, c'est l'échelon pratique d'une déconcentration qui n'est pas aboutie, parce que la vraie déconcentration, ensuite, elle doit être départementale. Voilà. Mais ça, l'État n'a plus les moyens de le faire en plan départemental, monsieur le préfet. Voilà ma conviction profonde. Donc je pense qu'il faut qu'on retravaille. On travaille beaucoup avec Carole Delga, hein, mais je lui ai dit, arrête de vouloir tout faire. Arrête de rechercher la crédibilité politique en allant au plus près. La crédibilité politique de la région, c'est d'assumer sa tâche de stratégie régionale. Voilà. Et puis l'échelon départemental, laissez-nous respirer. Voilà. Laissez-nous vivre. Merci, Monsieur le Président. Alors, il nous reste 5 minutes, 5 questions, donc 5 réponses. Alors, il faut vous vraiment posez toutes les questions, puis je ferai une seule réponse. Voilà, c'est ça, parce que nos précédents invités arrivent pour les inondations. Alors, voilà, Gallo, Céline, Grégory, alors Céline Brulin, Grégory Blanc, Cédric Chevalier, Bernard Buis. Voilà, suprême contraction et une réponse, Monsieur le Président. Merci, vous avez le talent pour le faire. Merci, Alors, Présidente. Donc, j'y vais à la hache. Vas-y, à la hache. Sur les sujets autonomie, grand âge, même s'il y a une meilleure répartition entre l'État, départements qui sont à la manœuvre sur le sujet, les ressources de la branche autonomie ne feront pas la maille face aux enjeux. Est-ce que vous êtes associés et quelles propositions vous faites, Monsieur le Président, parce que moi je crois que ça passe vers aller chercher de nouvelles ressources financières pour financer cet enjeu immense pour toute la société. Et dans quelle mesure, alors j'entends pas des ressources que lèveraient forcément les départements, mais quelle solidarité nationale, comme vous l'avez dit, on met en œuvre et qui permettrait de financer les départements pour qu'ils répondent à cette deuxième et dernière question, Madame la Présidente. Quand vous dites, Monsieur le Président, territoire vécu, territoire administré, moi, ça me conduit, mais c'est un petit peu une marotte pour moi, à réinterroger la fin de la clause de compétence générale, notamment pour les départements. Et quand je vois la liste légitime que vous faites des compétences que vous voudriez pouvoir continuer d'exercer ou exercer à nouveau, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de réinterroger ça pour donner toute leur capacité d'initiative aux collectivités? Grégory Blanc, puis Cédric Chevalier et Bernard Buis. Oui, merci Madame la Présidente. Alors très vite sur l'essentiel. Quand l'État nous parle des doublons, il nous met toujours en contradiction sur les doublons entre les collectivités. Or, on sait bien que la décentralisation n'est pas aboutie et la situation des départements l'illustre parfaitement. Les doublons qui coincent, ou en tout cas partout où ça bute, c'est sur des doublons avec l'État social historique tel qu'il est
configurée. C'est particulièrement vrai sur la protection de l'enfance. Vous l'avez dit, aujourd'hui, affirmer un chef de fila sur la protection de l'enfance, ça ne tient pas. Ma question est donc la suivante. Si on veut affirmer un chef de fila, pour être réellement capable de coordonner l'ensemble des services, éducation nationale, etc., 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 il n'y a plus de revendications de la part des départements de France pour absorber de nouvelles grandes compétences, ou en tout cas de grands blocs. Moi, je me pose la question, si on veut éviter les doublons, est-ce que les départements ne doivent pas absorber les CAF, ou une grande partie des CAF? C'est un vrai sujet. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de le mettre sur la table, avec force, dans la période où il y a... Ou alors, on supprime les départements, et l'État reprend l'ensemble des compétences. Mais si, sur le terrain, on va avoir des cellules opérationnelles pour faire de la prévention auprès des familles, à ce moment-là, il faut quand même qu'on ait la capacité à avoir cette autorité et donc à diminuer un certain nombre de services. Président, pour répondre à tout ça. Sachant que vous pourrez nous envoyer naturellement une contribution écrite que l'on partagera à tout le monde si vous avez l'impression qu'on vous a un peu trop compressé. Cédric Chevalier, puis Bernard Buis. Oui, Madame la Présidente, je vais faire très court. 2 questions. J'ai un défaut, c'est que je n'ai jamais siégé dans un conseil départemental. Donc, voilà. Mais au-delà de ça, vous avez parlé du couple commune-département. Mais moi, je vous interrogerai sur le couple interco-département. Parce qu'il y a un vrai sujet. Tout à l'heure, vous parliez d'aménagement du territoire, de proximité. Est-ce que l'interco n'est pas une réponse? Et deuxième élément plus large, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, les départements correspondent vraiment au bassin de vie? Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un redécoupage des départements qui pourrait correspondre pour être beaucoup plus efficace en matière de réalité territoriale? Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Conseiller départemental de la Drôme, nous sommes confrontés, comme de nombreux départements, au problème de recrutement des assistants familiaux. Est-ce que vous auriez une recette miracle pour pouvoir recruter des assistants familiaux? Je vais être extrêmement bref. D'abord, sur la ressource sur la maille autonomie, alors ça, vous avez parfaitement raison. Bon, pour l'instant, je souhaite, moi, une grande loi d'autonomie qui permette de faire face à ce choc démographique que nous connaissons tous, hein, et qui est devant nous et qui place l'ensemble de nos EHPAD et de nos associations d'aide à domicile en situation de grande fragilité. Là, quand j'ai entendu le gouvernement qui, par exemple, fixe des taux horaires minimums. Enfin, franchement, d'accord, il faut fixer des taux horaires, mais il faut laisser de la liberté ensuite au département, parce que quand vous faites de l'aide à domicile en milieu rural ou en milieu urbain, c'est pas du tout la même donne. Quand vous faites 1 heure ou 2 heures de voiture pour aller voir 20 personnes âgées, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans un quartier pour travailler. Donc, on a de plus en plus de difficultés sur l'aide à domicile. Hein. Et les recrutements, ça, j'ai pas de recette miracle, Bernard. J'ai pas de recette miracle sur ce que je sais en tout cas, c'est que il faut réfléchir à l'organisation du travail dans la prise en charge. Je l'ai dit au tout début de mon propos, on ne trouvera plus personne pour faire du 7h, 10h, un trou d'1 heure, partir. Donc je pense qu'il faut travailler sur des rôles pivots avec les établissements pour externaliser un certain nombre de services. On l'a fait en matière de handicap, où on a sorti les personnes en situation de handicap profond, on les a sortis pour les mettre dans des logements, et c'est l'hôpital, enfin l'établissement qui va dans le logement. Donc on peut externaliser un certain nombre de services, faire en sorte qu'on puisse adapter le temps de travail. On commence à 6h ou 7h, puis on finit vers 13h, enfin, dans le respect évidemment du temps légal de travail, mais d'organiser. Et ça, j'ai demandé aux employeurs territoriaux, c'est ma proposition. Je leur ai demandé, les employeurs la fois du champ social, tous, les associations, de réfléchir à comment on peut mieux organiser et offrir des temps complets, ce qui évitera la précarité de ces métiers et en même temps l'organisation de les rendre compatibles du H24 avec une vie de famille de ceux qui assument le service. Sur les grandes compétences, PMI, etc. Bon, effectivement, moi je suis d'accord, monsieur le sénateur Blanc. Moi je pense qu'il faut être très audacieux là-dessus. Quand je vois la difficulté que nous avons, il a fallu passer par la loi pour que la CAF nous communique les données contribuant à l'exercice de notre compétence. Vous vous rendez compte? Passer par la loi, parce qu'on ne nous fournissait pas les informations concernant les RSA.
Donc effectivement, il faut qu'on s'interroge sur tout ça. Mais je vous dis, ne pas opposer l'idée d'un chef de fila avec une responsabilité partagée. Il faut qu'il soit pilote dans l'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'ils soient en capacité même de mettre les services de l'État autour de la table. C'est ça. Il faut que l'État central lâche prise. Hein? Alors qu'ils viennent contrôler, moi je le demande. On ne peut pas à la fois faire de l'injonction et ne pas nous laisser la responsabilité que par ailleurs la loi nous confie, y compris au plan pénal. Parce que là, ça bug dans le schéma. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut qu'on travaille peut-être, je suis prêt à travailler avec vous, monsieur le sénateur Blanc, pour qu'on réfléchisse à ça. Intercommunalité, bien sûr. Enfin, quand je parle de la commune, c'est parce qu'évidemment, je sais combien les sénateurs sont attachés à l'idée de commune, qu'il y a des débats récurrents, intercommunalité, commune. Je vous laisse en débattre à loisir. Évidemment, je suis parti de la commune, laissant le champ libre à toute forme d'organisation qui permet de contribuer à l'efficacité territoriale. Les limites départementales, elles sont le fruit de l'histoire. Maintenant, comment est-ce que cette histoire, monsieur le sénateur Chevalier, on la projette dans les temps modernes? Ça s'appelle l'interdépartemental. Hier, j'étais avec le département du Puy-de-Dôme, avec le département du Cantal, bref, l'Auvergne. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour faire eux-mêmes une promotion avec les 4 départements de l'Auvergne, parce qu'ils sont auvergnats. Bon, moi j'aime les Auvergnats, mon grand-père est auvergnat d'ailleurs. Ben voilà, c'est parfait. Donc il faut laisser cette organisation territoriale se faire. Il faut la laisser. Ben évidemment, tous les départements, vous avez des zones d'attractivité. Moi je suis en Côte d'Or, le nord regarde vers Paris, le sud regarde vers Lyon. Bon, voilà, très bien. Puis je les invite à regarder dans la même direction aussi. Donc c'est ça, il faut laisser respirer les territoires, s'organiser librement. Mais le socle, le fruit de notre histoire, ce sont les départements qui ont plus de 2 siècles. Ils ne sont pas nés par hasard, ces départements. Ils sont encore très actuels dans l'organisation et dans le retour à la proximité, en dehors de laquelle il n'y aura que des chemins de traverse pour un peuple qui se désespère de l'action publique. Voilà ma conviction profonde. Et il faut en débattre maintenant. Et je remercie Jérôme Durin, d'ailleurs, avec qui nous avons eu des débats. J'étais dans l'opposition au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je vois qu'on est en train d'avancer. Ben, c'est parfait. Avançons ensemble. Mais essayons de parler d'une voie commune. Moi, je compte beaucoup sur le Sénat pour nous aider aussi à parler collectivité d'une voie commune. Et ça, vous avez la sagesse, la distance et la proximité pour nous aider à avancer pour une République qui fonctionne mieux. Merci du temps que vous nous avez consacré. Encore une fois, n'hésitez pas à alimenter nos réflexions par des contributions. Merci 1000 fois. Et merci de votre très belle conclusion, parce que nous partageons cette conviction. Certains appellent un combat. Moi, je pense que c'est une conviction que l'on partage tous ici et qui est le prix de la réussite de la France. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente de la délégation. Merci, Françoise. Merci. Notre collègue Clément Pernaut, puisque nous allons avoir une table ronde relative face au risque d'inondation. Donc il y a des travaux qui sont menés par des commissions. Je salue notamment Jean-Yves Roux et Jean-François Rapin sur cette mission menée conjointement par les finances et l'aménagement du territoire. Toutefois, néanmoins et cependant, nous avons déjà travaillé sur ce sujet et je pense que le regard de la délégation est un regard extrêmement libre et qui n'est pas conditionné par l'entonnoir législatif. Et l'objectif de la délégation, c'est de faire connaître des innovations, des bonnes pratiques. Voilà, c'est en ceci que nous avons voulu organiser une table ronde avec M. Christian Leroy, qui était là. Voilà.
C'est Monsieur Sauvadet qui bloque. Ah ouais, il y a vraiment là un barrage départemental. Je vous en prie. Je vais procéder à l'appel en vous souhaitant la bienvenue. Voilà. Monsieur